Bonjour à tous, il s'agit de l'enseignement dirigé, la première thématique qui est la chirurgie coronaire. Alors je commencerai par des rappels, donc le chapitre 1, anatomie coronaire, physiopathologie, tableau clinique, et comment explorer la pathologie coronaire, les indications des pontages coronaires, et puis nous allons enchaîner sur un cas clinique avec une discussion et les résultats de la chirurgie coronaire. Alors, les objectifs pédagogiques, c'est que vous sachiez identifier les situations cliniques qui vont évoquer une pathologie coronaire, savoir diagnostiquer cette pathologie, poser les principales indications du pontage coronaire, avoir une idée sur la stratégie opératoire et connaître les autres moyens thérapeutiques, notamment le traitement médical et l'angioplastie. Alors, l'anatomie coronaire, il s'agit tout d'abord de savoir que les artères coronaires sont au nombre de deux et que c'est le tronc commun gauche qui sort du sinus de Valsalva, qui va donner l'interventriculaire antérieure et qui va donner l'artère circonflexe, et la coronaire droite qui sort également du sinus de Valsalva droit, antéro-droit, et qui va cheminer le long du sillon auriculo-ventriculaire droit pour aller donner l'artère interventriculaire postérieure dans la face inférieure du cœur. L'interventriculaire postérieure, qui est en général issue de la coronaire droite, qui vient s'anastomoser ici avec l'artère interventriculaire antérieure qui contourne la pointe du cœur. Alors, il faut savoir que la notion de dominance coronaire est très importante lors du traitement chirurgical des pontages coronaires, notamment l'interventriculaire postérieure. Donc, dans la moitié des cas, elle vient de l'artère coronaire droite. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, elle peut être une branche de l'artère circonflexe. Donc, et dans ce cas, la dominance sera gauche. Pourquoi c'est important? Parce que la vascularisation coronaire ou l'anatomie coronaire constitue une vascularisation terminale du myocarde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anastomose artérielle et donc une partie, si jamais on a une occlusion par exemple à ce niveau-là au niveau de l'interventriculaire antérieur, eh bien l'ensemble du myocarde qui est vascularisé par cette artère coronaire va d'abord avoir une ischémie, c'est-à-dire souffrir d'hypoxie et évoluer vers la nécrose myocardique. Alors, la physiopathologie est très importante puisque le cœur est un organe vital, que c'est une pompe qui doit se contracter en au moins 60 à 70 fois par minute. Et donc, cette énergie mécanique, il la tire de son métabolisme aérobie. Donc, il a absolument besoin d'une extraction en oxygène qui est maximale déjà au repos. Le seul moyen d'augmenter les apports quand on fait par exemple un effort, eh bien, c'est d'augmenter le débit coronaire. Ce débit coronaire est lui-même fonction de la pression au niveau aortique diastolique et de la pression ventriculaire. Et donc c'est en diastole que se produit essentiellement la perfusion coronaire. Alors, athérosclérose, à plus de 80% des cas, l'athérosclérose est responsable de remaniement de l'intima et d'une modification de la média avec une couche lipidique qui va venir au fur et à mesure depuis l'enfance évoluer progressivement jusqu'à ce qu'il y ait une sténose, c'est-à-dire une réduction de la lumière de l'artère. Alors, ce sont bien sûr, c'est un facteur de risque cardiovasculaire, mais ce qui se produit, c'est que quand la couche lipidique est très importante, il se produit une rupture de la plaque et une agrégation, un caillot qui va venir thromboser complètement ou ce qu'on appelle occlure l'artère coronaire. Et cette occlusion eh bien, va donner un syndrome coronarien aigu et donc un infarctus du myocarde dans le territoire concerné par la perfusion de cette artère coronaire. Alors, l'ischémie myocardique, c'est-à-dire la souffrance myocardique, elle résulte d'un d'un déséquilibre entre les apports et les besoins en oxygène.
elle est responsable, cette athérosclérose est responsable dans 80% de l'ischémie myocardique. Alors les causes de l'ischémie myocardique sont principalement secondaires, c'est-à-dire la plaque d'athérome, et donc les apports sont inférieurs aux besoins. Donc c'est principalement le cas de la sténose coronaire. Ça peut être une ischémie qui est primaire, c'est-à-dire les apports sont diminués en oxygène en relation avec un problème au niveau des artères coronaires. Ça peut être une occlusion coronaire, donc par une rupture de plaque d'athérome comme on vient de le décrire, ou ça peut être un spasme coronaire qui peut donner de l'ischémie primaire. Ça peut être aussi de l'ischémie qui est fonctionnelle, c'est-à-dire les apports sont diminués en oxygène, mais ce n'est pas une origine coronarienne, c'est l'origine valvulaire par exemple, au cours d'un rétrécissement aortique ou d'une insuffisance aortique, ou encore c'est le transporteur d'oxygène, c'est-à-dire l'hémoglobine, donc qui n'est pas suffisante. Donc dans le cas d'anémie, on pourrait avoir une ischémie fonctionnelle. Ces trois types d'ischémie peuvent être concomitantes et donc on peut avoir de l'ischémie myocardique qui est mixte. Alors sur le plan clinique, eh bien, les tableaux cliniques sont très différents. Il peut y avoir un patient totalement asymptomatique et qui a de l'ischémie silencieuse, donc de l'insuffisance myocardique. Il peut y avoir des douleurs thoraciques de longueur d'effort, c'est-à-dire dès que le patient commence à faire un effort, il commence à avoir mal dans le thorax, et ce sont en général des douleurs constrictives qui vont céder quand on va arrêter l'effort. Et ça peut être le syndrome coronarien aigu, c'est-à-dire une douleur thoracique forte, intense, constrictive, irradiant vers la mâchoire et vers les deux membres, vers le membre supérieur gauche principalement. Ça peut être aussi un stade beaucoup plus évolué d'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que l'infarctus du myocarde s'est déjà produit et que le muscle cardiaque ne fonctionne pas correctement, que la nécrose est déjà là myocardique et qu'il y a déjà une altération du ventricule gauche, ou bien le patient peut venir dans un état de choc cardiogénique. Alors maintenant, comment explorer la pathologie coronaire? On a divisé ça en deux. Chez le patient qui est complètement asymptomatique, qui a des facteurs de risque cardiovasculaire, eh bien, il va falloir rechercher ou démasquer cette insuffisance coronaire. Donc, ça va se faire par un examen clinique complet, un électrocardiogramme. Parfois, on a recours à l'épreuve d'effort, c'est-à-dire qu'on va mettre le patient à l'effort et on va enregistrer son électrocardiogramme, voir s'il a des douleurs, s'il a des modifications de l'ECG ou de la pression artérielle. On pourrait également utiliser la scintigraphie myocardique ou l'échographie de stress ou encore le coroscanner. Chez le patient qui est vraiment symptomatique, qui a une douleur thoracique, constrictive ou qui vient dans un syndrome coronaire aigu, eh bien, il va falloir confirmer l'insuffisance coronaire. Et ceci va se faire par l'examen clinique complet, notamment aussi rechercher des souffles, le CG, analyser le segment ST, l'onde T, la radio pulmonaire à la recherche de cardiomégalie, les bilans biologiques, donc notamment la troponine, les NFS, l'échocardiographie transthoracique, la coronarographie, qui va permettre vraiment, c'est l'examen clé qui va permettre le diagnostic et de caractériser là où les sténoses, d'avoir une idée sur leur forme, sur la longueur de ces sténoses, leur degré de sévérité qui est délimité en pourcentage, sur la topographie et sur l'état du réseau coronaire en aval de ces sténoses. Alors maintenant parlons des indications chirurgicales, des indications des pontages coronaires. On les a regroupés en fonction des lésions. Donc une lésion qui touche par exemple le tronc commun gauche, si c'est une sténose serrée, eh bien, il y a indication au pontage coronaire. Si on a des lésions mono-bitronculaires qui intéressent l'interventriculaire antérieur proximal, il y a des indications à la chirurgie de pontage coronaire. Si nous avons des lésions tritronculaires, simples ou complexes, qui sont partiellement revascularisables par l'angioplastie, l'indication de pontage est là. Alors, s'il y a d'autres indications, ce sont les échecs ou les complications d'angioplastie coronaire ou les resténoses coronaires après des angioplasties multiples.
Bien sûr, il y a aussi des indications en fonction du patient. Donc des lésions biotritronculaires serrées, c'est-à-dire au-delà de 70% de sténose, sont associées à une des conditions suivantes: une dysfonction ventriculaire gauche, des patients diabétiques ou des insuffisants rénaux. Donc les lésions coronaires significatives, entre 50 et 70% dans le cadre d'un geste de remplacement valvulaire ou aortique. Alors, démarrons le cas clinique maintenant. Donc le cas clinique correspond à un patient âgé de 67 ans qui s'est présenté aux urgences de notre hôpital. Il était tabagique, 30 paquets années, non sevré, hypertendu, mal suivi. Son frère était suivi pour une dyslipidémie et il avait eu un épisode d'hospitalisation un mois auparavant pour une pneumopathie et il est étiqueté bronchopneumopathie chronique obstructive. Alors, il a été admis aux urgences devant une douleur thoracique constrictive prolongée, plus de 2 heures, sans irradiation et survenant au repos, le lundi à 2 heures du matin. Alors, quel est votre diagnostic? Et là, je vous donne quelques secondes pour me répondre. Très bien, vous avez évoqué le syndrome coronarien aigu, vous avez évoqué la pathologie pulmonaire, la péricardite aiguë, la pathologie gastrique, puisque c'est un diagnostic différentiel, et la dissection aortique. Alors, qu'est-ce que vous cherchez à l'examen? Donc, en fait, le patient fait 1,79 m pour 82 kg. Il est apyrétique, une bonne tension artérielle même élevée à 145 sur 72 mm de mercure, une fréquence cardiaque à 90 battements par minute. L'examen cardiovasculaire est sans particularité et il y a quelques râles crépitants aux deux bases pulmonaires. Quel examen complémentaire demandez-vous? Est-ce que vous avez demandé un angioscanner ou une TDM thoracique, une radio pulmonaire, un ECG, une ETT ou une troponine? Je vous donne quelques secondes. Très bien. Alors, vous avez évoqué l'ECG. Donc, on commence par l'ECG. Et là, vous voyez effectivement qu'il y a des anomalies au niveau du ST, au niveau de V3, V4, V5. Donc, c'est un sous-décalage du segment ST. Là, vous voyez la ligne isoélectrique. Donc, c'est en faveur d'un problème ischémique. Vous avez demandé la radio pulmonaire, la radiographie thoracique. Donc, il n'y a pas de cardiomégalie. Le parenchyme pulmonaire est correct, mais au base, vous voyez qu'il y a un syndrome interstitiel au base. Donc, il n'y a rien de particulier. Et vous avez demandé une troponine. Alors, la troponine, elle a été réalisée et elle retrouve un chiffre de 0,11, c'est-à-dire 0,116, c'est-à-dire pour une normale inférieure à 0,03, donc c'est positif. Vous complétez par une échocardiographie transthoracique et là vous voyez une contraction du ventricule gauche qui est là, mais vous voyez que la contraction ventriculaire est limite, c'est-à-dire qu'il y a une dysfonction ventriculaire gauche. Donc ça nous fait suspecter peut-être de l'ischémie myocardique. En tout cas, la fonction ventriculaire gauche est légèrement altérée, une fraction d'éjection à 45%. Il n'y a pas d'épanchement péricardique autour du cœur, il n'y a pas de valvulopathie vraiment significative. Par contre, regardez ici on a la valve aortique qui s'ouvre, qui se ferme. Ici on a une grosse calcification, mais il n'y a pas d'insuffisance aortique ou de rétrécissement aortique. Alors, quel est votre diagnostic? Là, est-ce qu'on peut évoquer une péricardite aiguë? Non, pas vraiment. Il n'y a pas d'épanchement péricardique en faveur, il n'y a pas d'autres notions en faveur. Est-ce que c'est un syndrome coronarien aigu ST positif, donc avec persistance d'un segment d'un sus-décalage ST? Non, ce n'est pas le cas, étant donné qu'il y a un sous-décalage ST, non pas un sus-décalage ST. Est-ce que c'est un syndrome coronarien aigu ST négatif? Oui, c'est un syndrome coronarien aigu ST négatif. Alors, est-ce que c'est de l'angor stable?
Non, c'est pas de Langor-Stable, parce que Langor-Stable, ça aurait été plus un patient qui vient avec une douleur d'effort et qui n'a pas une douleur comme ça importante, constrictive, persistante. Très bien, donc vous avez retenu le syndrome coronarien aigu sans susdécalage du segment ST. On va maintenant stratifier le risque, voir si le risque est élevé, bas, moyen, élevé ou très élevé. Donc on a fait pour vous le Grace Score, on a entré les données du patient et là on voit qu'on est à 148 points, c'est-à-dire qu'on est à 20% de mortalité prédite chez ce patient. Donc c'est un haut risque. Alors, maintenant quel examen complémentaire vous demandez chez ce patient? Je vous laisse 3 secondes de réflexion. Très bien, donc là vous avez demandé une coronarographie. Et effectivement, vous voyez que la coronarographie a été faite par voie fémorale. Et vous voyez, ici c'est le tronc commun. Vous met une image arrêtée. Ici c'est le tronc commun gauche. Ici c'est l'artère circonflexe. Ici c'est l'IVA. Ici c'est la marginale. Donc ici vous voyez que la flèche rouge vous montre une sténose, un rétrécissement de la lumière du tronc commun gauche. Donc comment on appelle ça? Regardez, ça c'est sur une autre image. Il s'agit d'une sténose du tronc commun gauche serré, très serré. Alors, la coronaire droite, on peut aussi l'injecter, mais ici vous voyez qu'on a essayé de l'injecter, elle est complètement arrêtée, occluse à ce niveau, c'est-à-dire qu'elle ne vascularise pas le myocarde. Donc il a déjà des antécédents d'infarctus du myocarde. Alors donc, sténose très serrée du tronc commun gauche, vous êtes d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Vous refaites une troponine, vous faites de l'aspirine, vous faites une angioplastie avec stent, vous faites des pontages coronaires sous CEC, ou bien vous faites une IRM cardiaque. Je vous donne 3 secondes pour réfléchir. Très bien. Alors vous voyez bien sûr que la majorité d'entre vous ont opté pour les pontages coronaires sous CEC. Et en effet, une sténose du tronc commun gauche est une urgence chirurgicale. Il faut faire des pontages coronaires très très rapidement chez ce patient car le risque sinon de mortalité est très très élevé. Alors avant de l'opérer, on va le préparer. Donc on va démarrer le traitement médical. Donc héparine, aspégique, bêta-bloquant, statine. Et on va faire une demande de sang, de cuve globulaire et de PFC, qu'on peut utiliser en per ou en post-opératoire. Le bilan biologique l'urée-créatée est bonne, le bilan d'hémostase correct, les NFS correct. L'écho-doppler, étant donné que l'athérosclérose est une maladie systémique, eh bien, on va aller chercher les autres localisations de l'athérosclérose, notamment les vaisseaux du cou. Donc l'écho-doppler des troncs supraortiques ne montre pas de sténose carotidienne, c'est bien. Par contre, l'écho-doppler aortique et des membres inférieurs montrent un flux démodulé. Avec sur l'angioscanner, on voit bien que c'est un aspect d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Tout est grignoté, même en distalité. Donc il s'agit là d'un facteur de risque supplémentaire de mortalité après un pontage coronaire. Alors la récidive angineuse, le patient nous fait une récidive angineuse sous traitement optimal avec des sueurs, une sensation de mort imminente. Une chirurgie est alors réalisée en urgence, donc on le fait rentrer au bloc opératoire en courant. Dès son arrivée en salle opératoire, il fait encore une deuxième récidive angineuse, une autre douleur intense. Il fait une instabilité hémodynamique avec un arrêt cardiaque. Devant l'arrêt cardiaque, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une réanimation cardio-respiratoire immédiate.
mais malheureusement, il n'y a aucune reprise d'activité cardiaque. On décide alors de continuer le massage cardiaque externe, puis interne, tout en installant le patient pour une assistance circulatoire et donc pour une circulation extracorporelle de toute une. À ce stade-là, a posteriori, nous avons repris le Gray score. Il est à 216, étant donné qu'il est en état de choc cardiogénique. Et donc, la probabilité de mortalité est de 80% chez ce patient. On utilise bien sûr la CEC. Ici, vous voyez une pompe à galets avec un réservoir de cardiotomie, l'oxygénateur, les lignes qu'on va raccorder au patient. On réalise une sternotomie médiane verticale. C'est la voie d'abord qu'on utilise le plus souvent pour les pontages. Incision cutanée sous-cutanée, sternotomie à la scie médiane et verticale. Ouverture de voir le cœur donc qui est en arrêt. On met les canules de CEC et on branche à la CEC. Une fois branché à la CEC, on est en assistance circulatoire. Là, on revoit, je vous ai remis les images de la coronarographie pour vous dire ce qu'on va faire. Eh bien, on va faire un pontage à ce niveau-là, au niveau de l'artère ventriculaire antérieure. On va réaliser un autre pontage au niveau de l'artère diagonale, qui est une branche de l'artère ventriculaire antérieure. Un troisième pontage au niveau de l'artère marginale. Tout ça pour court-circuiter et faire arriver le sang au myocarde et court-circuiter cette sténose très serrée du tronc commun gauche. Alors, voici ici sur cette photo en bas à gauche, vous voyez notre perfusionniste qui conduit la machine de CEC, donc avec un certain nombre de tuyaux. Et en haut à droite, vous voyez ici la canule aortique, la canule veineuse d'abord, qui est ici, qui décharge le cœur du sang veineux qui va aller vers le circuit de CEC, puis qui sera traité, oxygéné et qui sera réinjecté à travers cette canule que vous voyez en haut vers l'aorte et vers la circulation systémique. Donc on prélève les greffons. Greffons d'abord l'artère mammaire interne gauche qu'on va prélever ici sous le sternum. Et là vous voyez le prélèvement de l'artère mammaire interne gauche. Nous avons prélevé une veine saphène interne et nous avons exploré après clampage et arrêt cardiaque en donnant la cardioplégie pour arrêter le cœur qui était en fait déjà en arrêt, mais on a donné le soluté de cardioplégie pour protéger le myocarde. On explore les artères coronaires et on réalise, après ouverture, incision, ouverture de l'artère coronaire, en ouverture du greffon, et on va faire une suture avec du fil qui est très fin, des sutures vasculaires au B0 en général, avec un grossissement pour pouvoir voir ces aiguilles et réaliser ces sutures coronaires. En fin d'intervention, eh bien, on va déclamper les pontages, on va essayer de déclamper l'aorte et essayer de sevrer de circulation extracorporelle. Ici, vous voyez le pontage sur l'image, les pontages coronaires en fin d'intervention. Eh bien, on a de la chance puisque le cœur, étant donné la reperfusion, la revascularisation myocardique par les pontages, le myocarde a repris une activité sinusale spontanée. Nous avons quand même, étant donné que le cœur a vraiment souffert d'un arrêt cardiaque avant la CEC, eh bien, nous avons mis en place un ballon de contre-pulsion par voie fémorale pour pouvoir assister le cœur dans les suites opératoires. En résumé, le patient a été admis au bloc à midi, deuxième récidive angineuse à 12h30, arrêt cardiaque à 13h10, réanimation cardio-respiratoire à partir de 13h10, départ en CEC à 14h05, clampage aortique et cardioplégie à 14h45, le temps de clampage aortique était de 86 minutes, le temps de CEC de 123 minutes et reprise de l'activité sinusale spontanée
avec un sevrage de CEC à 16h08 et transfert en réanimation cardiovasculaire à 17h30. Alors, les suites opératoires du triple pontage coronaire réalisé chez ce patient étaient favorables puisqu'il avait une faible dose de noradrénaline et un ballon de contre-pulsion intra-aortique qui a été gardé pendant 3 jours. Ce patient avait un arrêt cardiaque, comme je vous rappelle, et donc la chose la plus importante pour nous, c'était de surveiller son réveil. Et donc le réveil s'est fait de façon cohérente, orientée et sans aucun déficit. Il n'y a pas eu de douleur thoracique. Le patient a été extubé à H12 sans aucun saignement. Ablation des drains à J4, transfert en usique à J6 et sortie de l'hôpital à J12. Alors, à la sortie de l'hôpital, le patient a reçu des bêta-bloquants, de l'aspirine, des statines, du clopidogrel, des IEC, des anticalciques ou des inhibiteurs calciques, des IPP pour le stress et de la prévention secondaire. Dans le post-opératoire, nous l'avons revu à 4 mois et demi et la contraction ventriculaire était normalisée, c'est-à-dire que le muscle cardiaque et le myocarde ont profité des pontages coronaires. La fraction d'éjection a été estimée à 54% à l'échographie à 4 mois et 4 jours. Alors, donc le danger, tout ça pour vous dire que le danger du syndrome coronarien aigu sans sus-décalage persistant, c'est quelque chose de très très grave. Si à l'avenir vous avez un patient aux urgences qui a une douleur thoracique, il ne faut surtout pas la prendre à la légère. Et compléter les examens cliniques et paracliniques. Alors, le diagnostic doit être précoce. Il faut stratifier le risque au plus vite, puisque vous avez vu que la situation s'est dégradée au cours de son hospitalisation. La prise en charge précoce, il ne faut surtout pas sous-estimer, mais prendre en charge de façon la plus rapide possible et la plus précoce ce genre de patient. La gestion doit être multidisciplinaire et il faut se battre jusqu'au bout. Vous avez vu qu'on a eu un arrêt cardiaque, on a quand même massé, réanimé, on est parti en assistance circulatoire en CEC, on a quand même fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire les pontages coronaires, et la suite des événements a prouvé qu'on avait raison de le faire. L'arrêt cardiaque dans ce contexte peut donc être traité en extrême urgence par une réanimation efficace, une assistance circulatoire rapide, une protection myocardique et une revascularisation chirurgicale, donc des pontages coronaires. Ils peuvent donner des résultats favorables. Alors, je vais vous parler des recommandations de la Société européenne de cardiologie de 2015. Donc, en ce qui concerne les syndromes coronariens aigus, sans sus-décalage persistant du segment ST, donc ce qu'on appelle les ST négatifs. Alors, ils peuvent se présenter avec une douleur, toute petite douleur, une douleur plus importante, une douleur prenant tout le thorax constrictive ou carrément irradiant vers les membres supérieurs, principalement le membre supérieur gauche et la mâchoire, mais il peut aussi arriver en état de mort apparente et en arrêt cardiaque. Le CG peut être tout à fait normal, ça n'exclut pas un syndrome coronarien aigu. Il faudra compléter par notamment la troponine. Ou bien ça peut être un sous-décalage, ce qui était le cas chez notre patient, ou encore un sus-décalage persistant. Et là, on est dans une autre entité. La troponine peut être négative. Il faudra la refaire parfois. Elle peut être positive ou elle peut être très fortement positive quand c'est une occlusion. Alors, dans les recommandations, les guidelines, eh bien, une stratégie immédiate, invasive, doit être réalisée chez les patients qui ont une instabilité hémodynamique ou un état de choc cardiogénique ou une récurrence d'une douleur thoracique réfractaire au traitement médical, tout ça on l'a eu chez ce patient, ou un arrêt cardiaque ou des arythmies menaçantes.
Vous voyez que l'ensemble de ces complications qui sont dictées dans les guidelines, on les a eues et donc il fallait partir dans la revascularisation myocardique le plus rapidement possible chez ce patient. Alors, maintenant, je vais vous parler des résultats de la chirurgie coronaire. La chirurgie coronaire, eh bien, c'est relativement de bons résultats. J'ai recensé pour vous notre activité à l'hôpital universitaire international Cheikh Khalifa. Donc, de août 2016 à décembre 2019, nous avons opéré 500 patients en chirurgie cardiovasculaire, dont 40%, c'est-à-dire 203 patients, opérés pour un pontage coronaire, plus ou moins associé à une autre pathologie, notamment valvulaire. Alors nos patients avaient 46 à 85 ans, la moyenne d'âge était à 67 ans, la prédominance masculine, 75% des patients étaient de sexe masculin, donc la plupart des pontages coronaires, ce sont des triples pontages coronaires. Dans d'autres proportions beaucoup plus faibles, nous avons des quadruples pontages, des doubles pontages ou des monopontages coronaires. Et en fait, la moyenne par greffon par patient, c'est 2,7. Donc on est vraiment dans une moyenne qui est proche de 3 greffons par patient. Alors, nous avons réalisé les prélèvements des deux mammaires dans 14,2% des cas. Le ballon de contribution intra-aortique a été utilisé dans 2,9% des cas. Et c'est des patients qui ont beaucoup de comorbidités, notamment des hémodialysés chroniques constitués 3,4% de la série. Et la chirurgie combinée, 10% des patients avaient un geste chirurgical valvulaire associé ou autre. Alors, quels sont les résultats maintenant? Quand on parle de résultats, on parle de mortalité. En fait, sur notre série, nous avons une mortalité de 3,4%, c'est-à-dire 7 décès sur 203 patients opérés. C'est une mortalité à 30 jours, c'est-à-dire les patients qui ont une mortalité intra-hospitalière. Alors, dans le suivi, donc tous les patients allaient bien, sauf 2 cas. On a eu 2 cas de décès de cause non cardiaque, donc 1 à 4 mois après l'intervention et 1 à 2 mois et demi, c'est-à-dire 1% de décès tardifs. Alors, on a eu une reprise pour hémorragie, donc c'est 1,4% de la série, des infections notamment une médiastinite dans 0,5% de la série, c'est-à-dire 1 cas, une infection superficielle de la paroi, 1%, c'est-à-dire 2 cas, et on a eu un AVC ischémique, c'est-à-dire 1 cas, donc 0,5% des cas, et on a eu un bloc auriculoventriculaire, c'est-à-dire 0,5% de la série, 1 cas, qui a été vraiment tardif à 6 mois en post-opératoire, mais c'est un patient qui avait aussi une endocardite infectieuse. Il a eu un pontage coronaire associé à un remplacement valvulaire aortique. Donc l'endocardite infectieuse peut être en cause de ce bloc auriculo-ventriculaire. Donc vous voyez que les résultats restent très favorables pour les patients opérés de pontage. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les facteurs de risque cardiovasculaire doivent vous faire évoquer la pathologie coronaire, que les formes cliniques sont très polymorphes, que l'examen clinique est souvent pauvre, que l'athérosclérose est responsable d'ischémie myocardique dans 80% des cas, que la coronarographie est l'examen clé pour confirmer la sténose coronaire, que la sténose serrée du tronc commun gauche constitue une urgence chirurgicale de pontage coronaire, que les lésions tritronculaires sévères sont chirurgicales, particulièrement chez le diabétique, l'insuffisant rénal et le patient en dysfonction ventriculaire gauche, et que le gold standard de la revascularisation myocardique est le pontage coronaire qui va court-circuiter la sténose coronaire. Le pontage coronaire est le plus souvent réalisé sous CEC avec un arrêt cardiaque temporaire. Le pontage coronaire peut être réalisé à cœur battant aussi. Les greffons utilisés peuvent être veineux, notamment la veine saphène interne, ou artériels, notamment l'artère mammaire interne droite ou gauche. La mortalité et la morbidité après un pontage coronaire restent faibles et, très très important, il faut préconiser la prévention primaire et secondaire
pour éviter d'en arriver au pontage. Et je vous remercie pour votre attention.